Lorsque j'ai découvert que mon mari me trompait, je pensais que j'allais être furieuse, mais à la place, je me suis retrouvée à jouer le même jeu. J'ai décidé de partager mon histoire et de révéler la trahison de mon mari, ainsi que la manière dont je me suis vengée. Je m'appelle Fabienne, j'ai 32 ans et je vis actuellement à Paris avec mon mari, Frédéric. Nous sommes mariés depuis 10 ans et nous avons le même âge. Notre relation a commencé lorsque nous étions adolescents, après nous être rencontrés au lycée. Dès le début, notre relation a été une montagne russe d'émotions, pleine de hauts et de bas, mais nous avons choisi de rester ensemble malgré les défis. Depuis mon enfance, je rêvais de devenir hôtesse de l'air. J'avais un désir profond de parcourir le monde, d'explorer de nouveaux endroits et de m'immerger dans différentes cultures. Lorsque j'ai enfin commencé à poursuivre cette carrière, mon rêve est devenu réalité. Mais cela a également apporté de nouveaux défis à ma relation avec Frédéric. Au début, les choses étaient tendues. J'étais jeune, pleine d'énergie, et on me disait souvent que j'étais très attirante. Pendant ce temps, Frédéric était constamment jaloux. L'idée que je voyage à travers le monde, que je rencontre des gens de différents pays, éveillait en lui quelque chose de sombre. Ce n'était pas facile pour lui d'accepter l'idée que je voyage vers des destinations exotiques pendant qu'il restait à la maison. Se sentant insécurisé et imaginant que je pouvais lui cacher quelque chose. La jalousie de Frédéric n'était pas sans fondement. Elle venait de sa peur de me perdre. Il avait peur que ma vie trépidante et aventureuse nous éloigne l'un de l'autre. Je comprenais ses inquiétudes, mais mon rêve était trop fort pour que je l'abandonne, et cela nous a souvent mis dans des situations difficiles. Après de nombreuses disputes et beaucoup de patience, Frédéric a peu à peu accepté ma carrière et s'est habitué à mon emploi du temps chargé. La jalousie a disparu, remplacée par la frustration de mes absences fréquentes, mais il n'y avait rien que nous puissions faire. C'était mon travail. La seule autre option aurait été de rompre, mais nous n'avons jamais eu cette conversation, même si, au fond de moi, je savais que cela pourrait mener à cela. Début 2024, je pensais que les choses s'étaient calmées. J'étais en voyage pour le travail en direction de Marseille. Le vol commercial se déroulait comme prévu et une fois arrivé, je me préparais pour mon prochain vol quelques heures plus tard. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque un appel manqué de ma meilleure amie, Florence. Elle ne m'appelait jamais sans raison, alors j'ai immédiatement ressenti de l'anxiété. J'ai essayé de la rappeler, mais le signal était faible. Nerveuse, je me suis connectée au Wi-Fi de l'aéroport et j'ai vérifié mes messages. Soudain, mon téléphone s'est rempli de notifications, toutes venant de Florence. Elle avait envoyé des photos, des vidéos et des messages vocaux. Curieuse et mal à l'aise, j'ai ouvert les images. C'étaient des photos de ma maison. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais un nœud a commencé à se former dans mon estomac. J'ai écouté les messages vocaux et la voix inquiète de Florence a rempli mes oreilles. « Salut, je déteste te dire ça comme ça, mais je dois te prévenir. Il y a une femme chez toi avec ton mari. J'ai tout enregistré pour que tu puisses voir. Je sais que c'est dur, mais tu mérites de savoir ce qui se passe. » Mon cœur a sombré. J'étais figée au milieu de l'aéroport, incapable de réagir. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon mari, chez nous, avec une autre femme. La tristesse m'a frappée comme une pierre, mais a rapidement été remplacée par une colère montante. Je regardais les gens autour de moi continuer leur vie comme si de rien n'était, alors que mon monde s'était effondré en quelques minutes. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis assise, mes mains tremblantes, en écoutant le reste des messages vocaux. Florence les avait vus. Frédéric et cette femme, entrés chez moi, déjà en train de s'embrasser à la porte d'entrée. Chaque mot m'a frappé comme un coup de poing. La colère et la tristesse tourbillonnaient en moi, formant un nœud que je ne pouvais pas démêler. Je voulais crier, mais je pouvais seulement fixer mon téléphone, espérant que d'une manière ou d'une autre, tout cela n'était qu'un cauchemar. Après avoir pris une profonde respiration, j'ai décidé de rester calme. Au lieu de confronter Frédéric immédiatement, j'ai commencé à élaborer un plan. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Il pensait peut-être que j'étais aveugle, mais bientôt, il réaliserait qu'il avait commis une grosse erreur. La trahison brûlait en moi, mais j'étais déterminée à ne pas agir sur un coup de tête. La vengeance, après tout, est un plat qui
Ce mange froid. J'ai d'abord installé des caméras cachées dans toute la maison, dans des endroits où Frédéric ne se douterait jamais. J'avais besoin de preuves concrètes, quelque chose d'irréfutable. S'il pensait qu'il pouvait s'en sortir en mentant, il se trompait lourdement. J'ai synchronisé les caméras avec mon téléphone pour pouvoir tout surveiller à distance. 3 jours ont passé et il était temps pour mon prochain voyage. Comme d'habitude, j'ai embrassé Frédéric en lui disant au revoir, faisant semblant que tout allait bien. Mais au fond de moi, rien n'allait plus. Dès que j'ai embarqué dans l'avion, j'ai commencé à regarder le flux en direct de ma maison. Quelques heures plus tard, mes soupçons ont été confirmés. Frédéric n'était pas seul. Cette femme était revenue et il riait et se comportait comme un couple chez moi, comme si de rien n'était. Mon sang bouillait, mais je n'étais plus dévastée. J'étais prête. Lorsque je suis rentrée chez moi, je ne l'ai pas confronté tout de suite. J'ai agi comme d'habitude, douce et aimante. Mais au moment opportun, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les images. D'abord, la vidéo de lui avec l'autre femme. Son visage est devenu livide. Il a balbutié, cherchant des excuses, mais je l'ai coupé. « Tu pensais que c'était tout ?» ai-je demandé, un sourire froid sur le visage. Puis, je lui ai montré la deuxième vidéo, celle que j'avais enregistrée de moi avec quelqu'un d'autre. Son expression est passée de la culpabilité au choc, puis à la rage. Il était sans voix, regardant la preuve de ma propre trahison. Tout comme il m'avait trahi, je lui avais rendu la pareille. Pour la première fois dans toute cette épreuve, je me sentais en contrôle. Frédéric était abasourdi. Il restait là, fixant l'écran, son visage tordu de colère, d'incrédulité et d'humiliation. Il ne trouvait pas les mots pour se défendre, ni même pour me regarder dans les yeux. Il tournait en rond, ses poings serrés, respirant lourdement. Le silence entre nous était assourdissant, brisé uniquement par le bruit de ses pas sur le sol. « Pourquoi ?» a-t-il fini par cracher, la voix rauque, comme s'il avait retenu un cri. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» J'ai ri. L'ironie de sa question était presque trop forte. « Pourquoi ?» Il osait demander. « Pourquoi, après tout ce que je venais de lui montrer ?»« Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ?» ai-je dit en secouant la tête. « C'est toi qui as fait ça à nous. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Que tu pouvais mentir et tromper sans que je le sache ?» Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais je l'ai coupé avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. « Ne t'embête pas. Je me fiche de tes excuses. J'ai tout vu. Et maintenant, tu sais ce que ça fait. » Pendant un instant, il m'a regardé, les yeux écarquillés de choc et de douleur, comme s'il venait de réaliser toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Mais ensuite, le choc a laissé place à la fureur. Sa mâchoire s'est crispée et il a fait un pas vers moi, les veines de son cou gonflées, son visage rouge de colère. Mais je suis restée ferme. « Si tu oses me toucher, » ai-je dit calmement, « je ferai en sorte que cette vidéo soit envoyée à tout le monde. Tes amis, ta famille, tes collègues, je te détruirai. » Cela l'a stoppé net. Il s'est figé, ses yeux se plissant alors qu'il réalisait qu'il n'avait aucun pouvoir ici. J'avais tout contre lui. La preuve de sa trahison, l'évidence de ma vengeance et l'avantage sur tous les plans. « Tu es un monstre », a-t-il finalement sifflé, sa voix tremblant de rage. « Contenu ? Peut-être, » ai-je répondu froidement, « mais j'ai appris des meilleurs. » Je lui ai tourné le dos, m'éloignant du désastre qu'avait été notre vie. Je n'avais pas besoin d'expliquer davantage. Il n'y avait plus rien à dire. Le mal était fait, et nous le savions tous les deux. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris une valise et j'ai commencé à faire mes affaires. Le bruit de ses pas agités et de ses murmures furieux derrière moi n'avait plus d'importance. J'avais fini avec lui, fini avec les mensonges, fini avec tout. En attendant mon Uber, j'ai regardé une dernière fois notre maison, autrefois remplie de souvenirs heureux, désormais empoisonnée par le mensonge. Quand la voiture est arrivée, je suis partie sans me retourner. Et ainsi, le jeu était terminé et j'avais gagné. En quittant la maison, une étrange sensation de calme m'a envahie. C'était terminé. Le poids de la trahison, de la colère et de la vengeance que je traînais depuis des semaines semblait soudain plus léger. Assise à l'arrière de l'Uber, je regardais les rues de Paris défiler, mon esprit vagabondant entre le passé et l'avenir. Je n'avais pas encore décidé de la suite.
Tout ce que je savais, c'était que je ne retournerais pas à cette vie. Il n'y avait plus rien pour moi dans cette maison pleine de souvenirs gâchés. Je me dirigeais vers un petit hôtel où j'avais réservé une chambre pour la nuit. Un endroit discret, loin des regards, où je pourrais réfléchir tranquillement à ce que je voulais vraiment. Une fois arrivée, je me suis installée dans la chambre, un espace simple mais confortable. Le silence y régnait, un contraste frappant avec le chaos émotionnel que j'avais traversé ces derniers jours. Je me suis laissée tomber sur le lit, fixant le plafond. C'était bizarre d'être seule dans cet environnement après tant d'années de vie à deux. Pourtant, cette solitude n'était pas désagréable. Elle était nécessaire. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus reposée que je ne l'avais été depuis des semaines. Je me suis fait un café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. C'était le moment de commencer à réfléchir à mes prochaines étapes. Mon travail d'hôtesse de l'air me plaisait toujours, mais je me demandais si je ne devais pas chercher un changement. Peut-être qu'un nouveau départ dans une autre ville ou même un autre pays me ferait du bien. Je me suis souvenue d'une offre d'emploi que j'avais vue récemment, une opportunité de travailler pour une compagnie aérienne basée à Montréal. L'idée de recommencer à zéro, dans un nouvel environnement, m'a attirée plus que je ne l'avais imaginé. En quelques clics, je postulais, excitée à l'idée de ce nouveau départ. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais mes affaires à l'hôtel et que je m'apprêtais à retrouver mes parents pour leur expliquer la situation, je reçus un email de la compagnie. Ils voulaient me rencontrer pour un entretien. C'était un signe. Une nouvelle chance pour tourner la page et vivre une vie où je serais enfin maîtresse de mes choix. Pendant les jours suivants, je rendis visite à mes parents et leur expliquai la situation sans trop entrer dans les détails. Ils étaient naturellement inquiets, mais aussi compréhensifs. Ma mère, toujours attentive, me prit dans ses bras et me dit « Tu es forte, ma chérie, je sais que tu sauras rebondir. » Cette force qu'elle voyait en moi, je commençais enfin à la ressentir. J'avais pris des décisions difficiles, mais elles m'avaient permis de retrouver le contrôle de ma vie. Le chemin vers la guérison serait encore long, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à l'affronter. Quelques semaines plus tard, je me retrouvais à l'aéroport Charles de Gaulle, mais cette fois, ce n'était pas pour prendre un vol de travail. C'était un billet aller simple pour Montréal. Tandis que je franchissais les portes de l'aéroport, je savais que c'était plus qu'un simple voyage. C'était une nouvelle étape, un véritable départ vers l'inconnu, mais un inconnu que j'étais prête à embrasser. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, mais j'avais une certitude. Plus jamais je ne permettrai à quelqu'un de me rendre impuissante. J'étais libre, et cette fois-ci, j'allais vivre ma vie comme je l'entendais. Le jour de mon départ pour Montréal, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité. L'idée de recommencer à zéro me plaisait, mais elle m'effrayait aussi. Je m'étais habituée à la vie à Paris, à sa routine, à ses quartiers familiers. Pourtant, je savais que partir était la meilleure chose à faire. L'avion décolla et alors que je regardais les nuages à travers le hublot, j'ai pensé à tout ce que je laissais derrière moi. Frédéric, cette vie de trahison, de mensonges et aussi toutes ces attentes que je m'étais imposées. Je réalisais que pendant des années, j'avais sacrifié mes propres désirs pour essayer de maintenir une relation qui, au fond, n'était plus saine depuis longtemps. Montréal, c'était l'occasion de me redécouvrir, de prendre le temps d'apprendre à me connaître en dehors de cette relation. L'atterrissage fut en douceur et à ma grande surprise, j'avais déjà l'impression de me sentir chez moi en arrivant à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. L'air frais de Montréal me réveilla instantanément. C'était un vent nouveau, une brise de changement qui me remplit d'optimisme. J'avais loué un petit appartement dans le quartier du Plateau Mont-Royal, un coin vibrant et multiculturel de la ville où la vie semblait moins précipitée qu'à Paris. Le jour de mon entretien avec la compagnie aérienne, je me sentais étrangement confiante. Peut-être était-ce dû au fait que j'avais enfin laissé derrière moi tous les drames de ma vie précédente, ou peut-être parce que je savais que je me trouvais exactement là où je devais être. L'entretien s'est bien passé, et à peine une semaine plus tard, je recevais un appel m'informant que j'avais obtenu le poste. Je n'aurais pas pu être plus heureuse. Ce nouveau travail ne ressemblait en rien à ce que j'avais connu.
J'avais moins de vols long courriers et plus de temps pour moi. Cela me permettait de découvrir la ville, de rencontrer des gens et de m'immerger dans une culture différente. Montréal m'offrait la liberté de me reconstruire. Peu à peu, je recommençais à apprécier les petites choses, les promenades dans le parc du Mont-Royal, les cafés tranquilles dans les petites ruelles, les conversations en franglais avec les 10 habitants. Un jour, alors que je m'étais installée à une terrasse ensoleillée avec un livre, mon téléphone vibra. C'était un message de Frédéric. Mon cœur fit un bond, mais pas pour les raisons habituelles. Je n'étais plus blessée ou en colère, juste indifférente. Il me demandait comment j'allais, s'excusant pour ce qu'il avait fait et disant qu'il regrettait tout. Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. Sa rédemption n'était plus quelque chose qui m'importait. J'avais pardonné pour moi-même, mais je n'avais aucune envie de rouvrir cette porte. Il faisait partie du passé, et désormais, j'étais tournée vers l'avenir. Un avenir que je construisais à ma manière. Mon temps à Montréal passait rapidement. Au fil des mois, j'ai développé de nouvelles amitiés, renforcé ma carrière et surtout, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. J'ai découvert une force en moi que je n'aurais jamais soupçonnée. Je n'avais plus besoin de me définir par ma relation ou par mon travail, mais par qui je voulais être. Un après-midi, en discutant avec une collègue au travail, elle m'a demandé ce qui m'avait amenée à Montréal. J'ai hésité un instant, puis j'ai souri et répondu simplement « Un nouveau départ ». Elle m'a souri en retour et j'ai réalisé à quel point ces mots étaient vrais. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et certainement pas à Frédéric ou à moi-même. Ce nouveau départ, c'était la plus belle revanche que je pouvais imaginer. Une vie où j'étais enfin libre d'être la femme que j'avais toujours rêvé de devenir. Et chaque jour à Montréal était une nouvelle étape dans cette redécouverte de moi-même, dans ce voyage intérieur vers la paix et l'accomplissement. Les semaines à Montréal se transformèrent en mois, et avec le temps, j'ai commencé à ressentir un profond sentiment d'appartenance. Cette ville, qui m'était encore inconnue quelques mois auparavant, était devenue un refuge, un lieu où je pouvais être pleinement moi-même. Je me rendais compte que cette transition avait été bien plus qu'un simple changement géographique. C'était une véritable renaissance. Je continuais à travailler pour la compagnie aérienne, mais contrairement à Paris, je m'étais maintenant fixé des limites. Mon emploi ne définissait plus mon existence comme avant. J'avais plus de temps pour moi, pour explorer mes passions. J'ai commencé à prendre des cours de photographie, une activité qui m'avait toujours intéressée, mais que je n'avais jamais pris le temps d'explorer. Arpenter les rues de Montréal, appareil photo en main, capturant des moments simples mais authentiques, m'apportait une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Un matin, alors que je prenais des clichés d'une petite librairie sur la rue Saint-Denis, un homme m'aborda. Il portait une veste en jean usée et tenait un livre à la main. « Tu as un bon œil », dit-il en souriant. « Tu devrais venir à l'expo photo à la galerie la semaine prochaine. » Surprise, je le remerciai pour le compliment et pris note de l'événement qu'il m'avait mentionné. Il s'appelait Antoine, un photographe local, et il semblait aussi passionné par son art que je l'étais par ma nouvelle vie. Nos chemins se croisèrent de temps à autre au fil des semaines, et finalement, nous avons pris l'habitude de nous retrouver pour discuter photographie, voyage, et de cette passion commune de capturer la beauté de l'instant. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans ma relation naissante avec Antoine. Pas de pression, pas de complications. Nous étions deux âmes qui se croisaient et se connectaient simplement à travers l'art et la beauté de la vie. Antoine n'avait aucune idée de mon passé, et je n'avais pas besoin de le lui expliquer. C'était une amitié, peut-être plus, qui se construisait sur des bases saines, sans les cicatrices des relations précédentes. L'exposition photo dont il m'avait parlé fut un tournant. Ce soir-là, je me suis retrouvée entourée de passionnés d'art, de créateurs, et je réalisais que j'avais trouvé une nouvelle communauté. Montréal n'était plus juste un lieu de passage ou un échappatoire, c'était mon foyer. J'ai commencé à envisager d'exposer mes propres œuvres, encouragée par Antoine et d'autres amis que je m'étais fait au fil du temps. Mais au-delà de cette nouvelle passion, il y avait quelque chose d'encore plus profond qui se transformait en moi. J'avais appris à me pardonner, à accepter mes erreurs et mes choix passés,
sans les laisser me définir. Les souvenirs de Frédéric étaient désormais comme des photographies que l'on regarde de temps en temps sans douleur, juste avec une certaine distance et un léger sourire. Tout cela appartenait au passé. Un soir, alors que nous dînions ensemble après une longue journée de photographie, Antoine me regarda, une lueur d'amusement dans les yeux. « Tu sais, Fabienne, je ne t'ai jamais demandé ce qui t'a vraiment amenée à Montréal. » Je souris doucement, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. Il n'y avait plus de douleur dans ma réponse, juste une sincérité tranquille. Disons que j'avais besoin de changer d'air, de trouver un endroit où je pouvais être moi-même sans tous les bagages que je traînais. Antoine hocha la tête, respectant mon silence sans poser de questions inutiles. « Eh bien, je suis content que tu sois ici, » dit-il, et je sentis une chaleur sincère dans ses mots. Les mois suivants furent marqués par une nouvelle étape de ma vie. Je me lançai officiellement dans la photographie, exposant certaines de mes œuvres dans de petites galeries locales. Mon travail, qui capturait des moments simples et des scènes de la vie quotidienne à Montréal, attira l'attention. Plus important encore, il devint un moyen pour moi de m'exprimer, de raconter mon histoire sans mots à travers des images. Antoine et moi continuâmes à nous voir, mais notre relation resta sans complications. Il n'y avait pas de besoin de label, pas de précipitation. Je profitais simplement de chaque instant, sans essayer de prédire l'avenir ou de m'accrocher à des attentes irréalistes. Pour la première fois, j'étais vraiment présente dans ma propre vie. Au fur et à mesure que les saisons changeaient, je sentais que je me transformais, que je devenais plus forte, plus confiante. Montréal m'avait offert bien plus qu'un refuge. Elle m'avait donné la chance de me redéfinir, de réécrire mon histoire. Et, chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus en paix avec le chemin que j'avais emprunté. Je savais que mon voyage de guérison n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, je regardais vers l'avenir avec un cœur léger et une âme libre. La vie était devant moi, pleine de promesses, et cette fois, j'étais prête à tout ce qu'elle avait à offrir. Les jours se succédaient paisiblement à Montréal, et avec chaque nouvelle journée, je sentais que la vie me souriait à nouveau. Je continuais à travailler pour la compagnie aérienne, mais ma passion pour la photographie prenait de plus en plus de place. Mon travail exposé dans les galeries locales recevait des retours positifs, et je commençais à imaginer une nouvelle carrière artistique, une vie où je pourrais capturer les moments intimes et les paysages qui m'inspiraient. Antoine restait une présence constante dans ma vie, toujours à mes côtés, mais jamais envahissant. Nous avions trouvé un équilibre parfait, une complicité sans attente excessive, sans pression. Ce qu'il y avait entre nous était fluide, naturel. Il était devenu un pilier de mon quotidien, et sans que je ne m'en rende compte, nos discussions légères sur l'art et la vie avaient doucement laissé place à quelque chose de plus profond. Pourtant, je ne me précipitais pas. Après tout ce que j'avais vécu, j'avais appris à avancer à mon rythme, à respecter mes propres besoins. Un jour, en marchant le long du canal de la Chine avec Antoine, appareil photo en main, il me regarda avec une intensité inhabituelle dans le regard. « Tu te sens vraiment chez toi ici, pas vrai ?» me demanda-t-il. Je pris une grande inspiration en contemplant le reflet de l'eau calme sous les derniers rayons du soleil. Oui, c'est drôle, mais je n'ai jamais ressenti ça avant. Je ne savais pas à quel point je cherchais ce sentiment, jusqu'à ce que je l'aie trouvé ici. Antoine hocha la tête avec un sourire bienveillant. Je le vois, tu as l'air différente maintenant, plus libre, plus toi-même. Ces mots résonnaient en moi, car ils correspondaient exactement à ce que je ressentais. J'étais devenue une version de moi-même que je n'avais jamais imaginé pouvoir atteindre. Apaisée, confiante, indépendante. Ce voyage personnel, bien qu'il fût né de la douleur, m'avait finalement menée à une véritable guérison. Montréal, avec sa diversité et son calme, avait été la toile de fond parfaite pour cette transformation. Un soir, alors que je finalisais les derniers préparatifs pour une nouvelle exposition de photos, Antoine me proposa de célébrer avec un dîner dans un petit restaurant qu'il adorait. Nous avons passé la soirée à rire, à discuter de tout et de rien, comme si le monde extérieur n'existait plus. Il y avait une simplicité dans ces moments avec lui, une absence de drame qui contrastait tellement avec mon passé. Lorsque nous avons quitté le restaurant,
L'air de la nuit était frais et les étoiles brillaient au-dessus de nous. Sur le chemin du retour, il s'arrêta soudain, me regarda droit dans les yeux et dit « Fabienne, je t'apprécie énormément. Je sais qu'on n'a jamais vraiment mis de mots sur ce qu'on est l'un pour l'autre, mais je voulais que tu saches que je suis heureux avec toi, peu importe comment tu vois les choses. » Mon cœur battait fort. Ces mots, bien que simples, étaient exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Il n'y avait pas de pression, seulement de l'honnêteté. Je réalisais que mes sentiments pour Antoine avaient grandi doucement, sans que je ne m'en rende pleinement compte. Je pris une profonde respiration avant de répondre. « Moi aussi, je suis heureuse avec toi, Antoine. Je n'ai jamais voulu précipiter quoi que ce soit parce que j'avais besoin de temps. Mais maintenant, je pense que je suis prête à voir où tout cela nous mène. » Son sourire était plein de douceur et nous avons continué à marcher côte à côte dans le silence complice d'un avenir prometteur. Les mois qui suivirent furent remplis de moments heureux. Antoine et moi avons continué à nous voir régulièrement, à partager des passions communes, tout en respectant cet espace personnel que nous avions tous les deux appris à chérir. J'avais trouvé, en lui et en Montréal, une sérénité que je n'aurais jamais cru possible. La photographie, quant à elle, devenait bien plus qu'un passe-temps. Elle était une expression de mon âme, de cette femme que j'étais devenue. Puis, un matin de printemps, alors que la ville s'éveillait sous la lumière dorée, je reçus un email d'une grande galerie d'art de Toronto. Ils avaient vu certaines de mes œuvres lors d'une exposition et étaient intéressés à organiser une exposition solo de mon travail. Je me souviens m'être assise sur le bord du lit, le cœur battant, incapable de croire ce que je lisais. C'était une opportunité incroyable, bien au-delà de ce que j'avais espéré. Je passais la journée à réfléchir à cette nouvelle direction. Toronto représentait une nouvelle étape, une nouvelle aventure, mais Montréal était devenu ma maison. Je ne savais pas si je voulais tout quitter si vite après avoir trouvé cet équilibre. Le soir, j'en parlais à Antoine, incertaine de ce qu'il penserait de cette possibilité. « C'est incroyable, Fabienne. Tu dois absolument saisir cette opportunité. Mais peu importe où tu iras, je serai toujours là pour te soutenir, que ce soit à Montréal ou ailleurs, » dit-il, toujours avec cette sincérité qui m'apaisait tant. Ces mots étaient exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il n'y avait pas de jalousie, pas de possessivité, juste un amour tranquille et mature qui me donnait l'espace nécessaire pour prendre mes décisions. Et ainsi, je décidai de dire oui à Toronto, tout en sachant que Montréal et Antoine resteraient toujours des parties essentielles de ma vie. Ce n'était pas un départ, mais un pas en avant, un autre chapitre de cette aventure personnelle que j'avais entamée en quittant Paris. J'avais appris à écouter mon cœur, à suivre mes désirs sans avoir peur du jugement ou de l'échec. Lorsque le jour de mon départ pour Toronto arriva, je me tenais une nouvelle fois à l'aéroport, prête à embarquer vers une nouvelle destination. Mais cette fois, il n'y avait pas d'angoisse, seulement de l'excitation. Antoine était venu me dire au revoir, et en le serrant dans mes bras, je savais que ce n'était pas un adieu. Nos chemins se croiseraient encore, que ce soit à Montréal, à Toronto ou ailleurs. Alors que l'avion décollait, je regardais les lumières de la ville s'éloigner en contrebas. Montréal resterait toujours dans mon cœur, car c'est là que j'avais retrouvé la personne que j'avais toujours voulu être. Mais désormais, je savais qu'il n'y avait aucune limite à ce que je pouvais accomplir. Ma nouvelle vie n'en était qu'au début, et cette fois, j'étais prête à tout affronter avec confiance, force et une joie retrouvée. Le monde m'attendait et j'étais prête à voler.